Bonjour. Dans cette petite vidéo, j'aimerais prendre un moment pour regarder avec vous la place que l'erreur peut avoir dans l'apprentissage. L'utilisation pédagogique de l'erreur ou l'utilisation pédagogique d'un dysfonctionnement. Pour se mettre dans l'ambiance, je vous propose 5 modèles d'apprentissage ou 5 modèles de changement que je vais vous décrire brièvement et que vous reprendrez tout à l'heure pour faire une première activité. Alors le premier modèle que je vous propose, très connu dans le monde de l'industrie et des institutions, c'est la roue du changement de Deming, ce qui est beaucoup utilisé dans les dispositifs de développement qualité, qui est en fait les étapes qu'une industrie, qu'une entreprise, mais aussi qu'une personne face à son apprentissage peut traverser pour permettre la progression ou pour permettre le changement. Ces 4 étapes qui vont se répéter de manière continue selon le rythme de l'industrie, le rythme de l'institution ou autre. Dans les écoles, c'est souvent un cercle par année. Ça va être la première étape, je planifie ce que j'ai envie de faire. La deuxième étape, je le fais. La troisième étape, je contrôle comment ça s'est passé. Et la quatrième étape, eh bien, j'améliore, je prévois des améliorations de manière à, cinquième étape ou première étape du deuxième tour, je fais un nouveau plan, puis je réalise l'activité, puis je la contrôle, puis je l'améliore, etc., etc. Je pense que vous avez compris le principe de cette roue perpétuelle. Dans le deuxième modèle, que l'on attribue plutôt celui-ci à Maslow, on va se dire que l'apprentissage ou l'appropriation d'une compétence passe par 4 stades différents. Il y a le premier stade, je suis complètement incompétent, mais j'en suis inconscient. D'ailleurs, je vis très bien comme ça, je ne suis pas conscient de mon incompétence, et tout va bien. Une phase importante, c'est le moment où je prends conscience que je suis incompétent et je deviens quelqu'un d'incompétent, mais conscient de son incompétence. Et ça, c'est un premier stade, ou le deuxième stade de l'apprentissage dans ce modèle-là. Au moment où je suis conscient de mon incompétence, je vais avoir comme intention de construire ma compétence et petit à petit, je vais devenir compétent, mais conscient de cette compétence. Enfin, le dernier stade, c'est le stade ultime de la maîtrise de la compétence, où l'on est compétent, mais on en est inconscient. C'est un modèle que l'on retrouve assez facilement et que l'on peut assez facilement visualiser. Rappelez-vous, si vous avez fait votre permis de conduire, rappelez-vous les étapes à travers lesquelles vous êtes passé. Enfant, je ne me rendais pas compte que c'était si compliqué de coordonner mes pieds pour couper les gaz, débrayer, changer la vitesse, revenir au point de friction, rajouter un tout petit peu de gaz, lâcher le point de friction, etc. Et toutes ces étapes-là uniquement pour changer une vitesse, ce que l'on va faire 10, 20, 30 fois par minute lorsque l'on roule en ville. Puis, durant l'apprentissage, j'ai commencé à devenir conscient de mon incompétence, quand la voiture cale 3, 4, 5 fois de suite et que le passager à côté commence à avoir mal au ventre parce que la voiture est beaucoup trop secouée, on se rend bien compte que l'on n'est pas compétent. En construisant cette compétence, en s'entraînant petit à petit, je suis devenu conscient de ma compétence. Je me rappelle des exercices où on posait un gobelet de café sur le capot de la voiture pour essayer de démarrer, s'arrêter sans que le café soit renversé. Là, vraiment, j'étais tout à fait compétent, mais j'étais obligé d'être conscient de ce que j'étais en train de faire. Et après quelques années de conduite dans la circulation, vous le voyez bien, la voiture qui est devant se met à ralentir, vous changez de vitesse, mais vous n'avez même plus conscience que vous avez changé de vitesse et que vous êtes passé par toutes les étapes dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est donc le moment où on est inconscient de sa compétence. Ici, c'est un exemple avec un savoir-faire. On pourrait faire la même chose avec un savoir, avec un savoir-être, c'est égal. Le modèle suivant, on va l'attribuer plutôt cette fois à Piaget et au modèle constructiviste de l'apprentissage. On part sur la gauche, on a un certain équilibre. Équilibre entendant par là, dans ma tête, j'ai des règles, des schèmes, et ces schèmes me permettent de comprendre le monde. Puis, mis dans une situation, je vais me retrouver à me dire, mais finalement,
les schèmes que j'avais dans la tête ne me permettent plus d'expliquer le monde. Je vais donc être déstabilisé et l'espace d'un instant, bon, un instant qui peut être plus ou moins long d'ailleurs, eh bien, j'aurai l'impression d'être moins compétent qu'avant. Et en questionnant mes schèmes, d'autres schèmes vont se construire et je vais atteindre un nouvel équilibre. Hein, c'est tout ce que Piaget a développé dans sa théorie constructiviste, et on peut ici se rappeler par exemple l'enfant qui estime la quantité de liquide dans un verre qui est très large ou très étroit. Au moment où on lui donne la preuve en renversant le liquide de l'un à l'autre que les liquides sont les mêmes dans les deux bouteilles, il est en train de se dire le schème que j'avais dans la tête, qui était plus la bouteille est large, plus il y aura d'eau à l'intérieur, n'est pas valable. Il faut que je trouve un nouveau schème, et ce nouveau schème va devoir combiner la largeur et la hauteur de la quantité de liquide pour réussir à interpréter le monde et la quantité ici de liquide qu'il y a dans le récipient. Ça, c'est donc le modèle constructiviste. Bien sûr, vu à toute vitesse. Et quatrième modèle que je vous propose, c'est le modèle métacognitif. Ici, j'ai pris une représentation proposée par Pierre-François Cohen, avec une représentation en 3 temps. Vous voyez 3 colonnes avec les temps 1, 2, 3. Le 1, c'est avant une activité, le 2, pendant l'activité, le 3, après l'activité. Et vous avez cette ligne en forme de vague au milieu qui représente le parcours intellectuel que je fais lorsque je suis en train de réaliser une tâche. On a tout d'abord, avant la tâche, toute une partie de préparation. Je suis en train de me dire qu'est-ce que l'on attend de moi, qu'est-ce que je dois réaliser, de quels moyens j'ai besoin, de quelles connaissances je vais devoir mobiliser. Et puis au niveau métaconnaissance, avant la tâche, je vais être en train de mobiliser des anciennes expériences. J'ai déjà dû réaliser ça une fois, ça s'est bien passé parce que, ou ça ne s'est pas bien passé parce que. Donc je suis en train de me mettre en condition. La flèche redescend et j'arrive dans la phase 2 de la réalisation. Et là, dans la réalisation, je vais me retrouver à observer ce qui se fait et le résultat. Et il va y avoir un travail continu avec ce cercle au milieu de régulation. Donc au fur et à mesure que je suis en train de travailler, de produire, je parle avec des mots concrets, mais ça pourrait être aussi un travail intellectuel bien sûr, hein, mais au fur et à mesure que j'avance, je vais être en train de réguler mon activité, tout en mobilisant des connaissances et tout en revenant sur mes métaconnaissances qui sont là toujours, ces compétences évaluatives que j'ai déjà construites à l'avance et que je vais remobiliser pour questionner la réalité qui se passe maintenant. Je redescends cette deuxième vague, j'arrive à l'étape 3, je suis maintenant dans la partie après l'activité. Il va y avoir tout ce travail d'évaluation, ou plutôt d'auto-évaluation de ce qui s'est passé. Je vais pouvoir comparer le produit réalisé par rapport à ce que je me représentais du produit au départ, par rapport au produit attendu. Et puis je vais pouvoir également prendre un temps pour me dire, mais finalement, pour réussir cette activité, qu'est-ce que j'ai mobilisé comme nouvelle connaissance ou comme connaissance que je n'avais pas mis en lien avec cette situation à l'avance. Et je vais donc créer des nouvelles métaconnaissances, donc des nouvelles compétences évaluatives sur l'action que je viens de réaliser. Dernier modèle, un modèle qui tourne autour de la posture réflexive. Et ici, je vous invite à ne regarder que les étiquettes jaunes. Et dans ce modèle, on se dit que, en règle générale, un peu comme dans le modèle piagétien, tant qu'il n'y a pas de déséquilibre, tant qu'il n'y a pas de surprise, rien ne se passe. Au moment où il y a une surprise, j'ai entrepris une action qui n'a pas produit les effets que j'escomptais, je vais observer cette action, ça c'est la première partie à gauche, puis après je remonte dans le sens horaire, donc je vais observer cette action, je vais prendre du temps pour essayer de comprendre l'action, pour l'analyser. Une fois qu'elle est analysée, je vais pouvoir porter un regard critique qui en règle générale va permettre la prise de conscience. Cette prise de conscience va m'amener à imaginer comment modifier l'action. Et cette modification de l'action me permet
d'élaborer de nouvelles théories, que ce soit des théories personnelles ou des théories globalement reconnues par la communauté. Que ce soit ma théorie ou la théorie reconnue, c'est égal, mais c'est une nouvelle manière de comprendre le monde, pour reprendre les termes piagétiens que j'utilisais tout à l'heure. Donc dans ce modèle-là, le point de départ, c'est la surprise. Alors ce que je vous propose dans un premier temps, ça va être de poser sur pause de ce diaporama ou de cette vidéo, et de prendre un moment sur ce tableau en ne vous concentrant que sur la première colonne vide, constat phase 1. Vous pouvez revenir en arrière, écouter la présentation brève des 5 modèles, et vous dire, à votre avis, dans chacun de ces modèles, où se trouvent les moments d'apprentissage? Les moments principaux, parce qu'on peut se dire que des apprentissages, il y en a pratiquement partout, mais les apprentissages les plus forts se font à quel moment de chacun de ces modèles, et vous pouvez compléter cette première colonne. Voilà, vous êtes revenu, vous avez relancé le diaporama ou la vidéo, et je continue. On reviendra sur les résultats que vous avez écrits dans quelques minutes. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est de se dire, quand il y a un problème, quand il y a une erreur, est-ce que c'est une faute ou est-ce que c'est un dysfonctionnement? Et puis pourquoi est-ce que l'on fait cette différence entre les deux? Tout le statut de l'erreur est extrêmement important en pédagogie. En fait, quand on parle de faute, on est assez dans « on attendait quelque chose de toi, tu n'as pas fait ce que j'attendais, alors je vais te tartiner de goudron et de plumes pour te punir, ou alors éventuellement je vais te tirer les oreilles, parce que ma foi, il ne fallait pas faire comme ça. » Puis dans le monde de l'auto-évaluation, on tombe dans le monde de l'autoflagellation avec « aïe aïe aïe, j'aurais pas dû faire de cette manière-là, il faudrait que je fasse autrement ». Donc là, on est dans la vision faute, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'aurait pas dû apparaître, et l'enseignement, un bon enseignant, il va faire en sorte qu'il n'y ait jamais de faute. Ça, c'est un modèle de l'enseignement qui est relativement, on appelle ça un modèle transmissif, qui est de donner toutes les informations pour s'assurer que la personne, quand elle va réaliser le travail, ne commette pas, je vais dire ne commette pas d'erreur, parce que le mot faute, je trouve qu'il est trop fort. Au niveau du dysfonctionnement, c'est autre chose, et on va en parler dans les prochaines diapositives. Au niveau du dysfonctionnement, quelque part, il y a tout d'abord un bienvenue au dysfonctionnement, comme on le dit dans tous les dispositifs de développement qualité ou autres. Pourquoi bienvenue au dysfonctionnement? Parce que, en règle générale, la meilleure manière d'apprendre, c'est de se rendre compte que, comme je fais, ça ne fonctionne pas. Il y a donc une erreur, et cette erreur va me servir de professeur. Pour ce pêcheur, ce serait peut-être mieux si j'avais pris une image de tir à l'arc d'ailleurs. Imaginons que ce soit un chasseur avec un arc plutôt qu'une canne à pêche, qui est en train de viser avec sa flèche pour attraper le poisson. Est-ce qu'il est en train de faire une faute lorsqu'il vise avec le trétillé, ou est-ce que simplement il n'a pas la bonne vision du monde, il n'a pas la bonne compréhension que la lumière, en arrivant sur l'eau, est freinée, et je vais voir le poisson avec un angle différent, la lumière va se déplacer avec un angle différent, ce qui fait que je serai obligé de viser plus bas que le poisson pour avoir une chance de le toucher. Donc on voit bien ici que ce n'est pas quelque chose qui est mal fait, c'est quelque chose qui n'est pas encore bien compris, et une fois que ce sera compris, on pourra en tenir compte dans la manière de lancer la canne à pêche, enfin le bouchon, ou de tirer avec sa flèche sur le poisson. Enfin, pour autant qu'on aime manger du poisson, mais ça c'est une autre histoire. On a donc deux modèles qui rentrent en concurrence, qui rentrent en tension. Un modèle qui s'appelle modèle transmissif, où on part de l'idée qu'un apprenant a une tête vide et qu'il va falloir la remplir, et que si ça ne se remplit pas bien, c'est que l'apprenti, l'étudiant, l'élève, n'a pas bien compris, c'est son job de remplir comme il faut. Et dans l'autre modèle, on a un modèle où apprendre, c'est être en difficulté, être déstabilisé, parce que c'est en retrouvant l'équilibre, c'est en retrouvant ce nouvel équilibre que de nouveaux schèmes vont être intégrés et que la personne va apprendre. De là, ça me renvoie à cette image qui était sur la porte du bureau de mon collègue il y a quelques années, un petit clin d'œil à René Desnervaux, qui sur sa porte avait un petit message qui était « Suis-je sadique si je place des cailloux sur le chemin de l'apprentissage de mes apprentis ?»
Et c'est intéressant comme question parce que finalement, être un enseignant dans le modèle constructiviste, c'est réellement semer les cailloux bien choisis, pour provoquer le déséquilibre et donc permettre à l'étudiant de trouver un nouvel équilibre. Suite à cette petite explication sur la différence entre faute, dysfonctionnement ou interprétation de l'erreur, je vous propose là aussi de peser sur pause de cette vidéo et de prendre quelques minutes pour travailler sur le constat 2, constat phase 2, qui est de se dire, dans chacun des modèles, que se passe-t-il en termes d'apprentissage si je ne fais pas d'erreur? Prenez le temps de compléter, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, vous avez relancé la vidéo, on se retrouve ensemble. Et avant de passer sur quelques pistes de résultats de ces deux constats dans les 5 modèles, j'aimerais revenir sur cette dimension d'erreur et puis sur cette dimension d'exploitation de l'erreur. Avec Pierre-François Cohen, on a travaillé dans plusieurs écoles avec ce modèle que vous avez sous les yeux. En fait, c'est un peu la même représentation que ce que l'on avait avant dans le modèle métacognitif. Vous avez avant, pendant, après. Et vous avez les différents niveaux qu'il y avait également sur le schéma tout à l'heure. Donc, le produit, ce que je dois faire, les ressources, ce que j'ai à disposition pour faire, le processus, les étapes à travers lesquelles je vais passer, l'état émotionnel, comment je me sens maintenant que je dois faire cette vidéo maintenant pour vous, par exemple, hein, l'état émotionnel, et puis le jugement métacognitif. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé la dernière fois? Je sais, aujourd'hui, j'ai appris que je ne devais pas mettre une chemise bleu clair pour faire un tournage de vidéo. Donc la prochaine fois, je vais mobiliser ce savoir métacognitif qui sera, tu dois avoir du contraste. Donc soit utiliser une image plus foncée derrière, soit changer de chemise, Christophe. Enfin bref. Voilà, donc quand vous proposez ce modèle à vos apprentis, vous allez être en mesure de leur permettre d'analyser leur erreur pour se dire, l'erreur que j'ai faite, d'où est-ce qu'elle vient? Est-ce que c'est sur le produit? Je me suis mal représenté le produit? Ou alors l'explication qu'on m'a donnée ne m'a pas permis de voir le produit tel qu'il devait être? Ce serait une question, peut-être plus un problème de consigne chez l'enseignant que de production chez l'élève. Enfin, je ne vais pas passer en revue les 5 dispositifs et les 3 moments, mais vous l'avez compris. Face à une erreur, prendre le temps pour se demander d'où est-ce que cette erreur arrive. Alors, je vous offre maintenant le tableau avec les phases 1 et phase 2 complétées. Ce ne sont pas des réponses absolument les bonnes réponses qu'il faudrait avoir sur votre feuille. C'est le fruit d'un travail que j'ai mené il y a quelques années, en 2021, avec les étudiants dans mon institution. Et nous avons fait la même présentation qu'ici, nous avons passé à travers les étapes, et voilà les réponses que l'on a trouvées après négociation, discussion, échange entre nous. Vous pouvez ainsi comparer vos résultats avec ceux-ci. Avant de vous quitter, si cette petite capsule vidéo vous a plu et que le sujet de la gestion de l'erreur vous intéresse, je peux vous conseiller ces 3 ouvrages qui sont des manières de voir l'apprentissage comme étant ce retour d'équilibre ou cette utilisation du dysfonctionnement comme étant source d'apprentissage. Je vous remercie pour votre attention.